pour ceux qui ne l'auraient pas noté pendant le premier semestre. D'accord. Ensuite, I, c'est votre distribution de courant et vous avez mu0, la perméabilité magnétique. Ensuite, oui. Bah, personnellement, j'ai pas le sujet. Il y a pas, enfin, vous l'avez pas par hasard en ligne ou je sais pas. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous le partager, mais par contre, je peux vous lire les questions au fur et à mesure. D'accord? Bah, Je vous lis les questions. Et après, ça sera Madame Cramp qui le mettra en ligne si elle le souhaite. Je ne sais pas si je peux vous mettre en ligne un sujet d'examen, en fait. Mais Madame, il est en ligne sur la partie électrostatique. Ah, ok, elle l'a déjà mis. Parfait, bah, Ok, super. Mais désolée, comme je suis pas responsable du cours, je ne sais pas s'ils veulent en fait les diffuser après à c'est ce qui me paraît logique. Mais voilà, ok, super. Super. Donc, pour la question numéro 2, on vous demande le théorème d'Ampère. Le théorème d'Ampère, il vous dit quoi? Il vous dit que... Donc, j'ai plutôt BM. J'ai fait un truc moche ici. Je vais essayer de gratter de la place, mais ce n'était pas du tout une bonne idée. Est égal à mu0i à la C. Et donc ici, vous savez, ça c'est le contour d'Ampère qui est orienté. Et donc ici, vous avez mu0i à la C ou mu0 i à la C par le contour fermé. D'accord? Donc ça, rien de neuf. On a aussi la définition du dipôle électrique et la question sur l'approximation dipolaire. Donc le dipôle électrique, c'est quoi? Vous vous rappelez? C'est quoi un dipôle électrique? En gros, si vous deviez expliquer ça à quelqu'un rapidement. Bah, c'est un ensemble, en fait, où vous avez deux barycentres. Barycentre avec Y, c'est mieux. De charge plus et moins. Séparés. Vous êtes d'accord? D'accord. Donc, vous aviez aussi expliqué l'approximation dipolaire. L'approximation dipolaire, si ça, c'est votre dipôle, en fait. En gros, l'approximation dipolaire, elle vous dit que la distance OM doit être très, très grande par rapport à la distance NP. D'accord? Plutôt le module. OK? Ça vous va, ça ou pas? Oui. Oui. Ok, génial. Donc, qu'est-ce qu'il nous restait d'autre? Ah, la question à laquelle personne pratiquement a répondu. On vous posait la question, c'est quoi le courant surfacique? C'est ça? Donnez la formule permettant de calculer le courant I à partir d'une densité de courant de surface JS. Donc, I est égal à l'intégrale de JS scalaire N dl. Donc, ça veut dire quoi? Le courant surfacique, ça veut dire, si ça, c'est votre cylindre, vous avez... Est-ce que vous avez la correction aussi en ligne ou pas? Non, on est d'accord? Non, je crois pas. Ok.
Et donc ici, c'est votre vecteur normal. D'accord? Pareil, si vous avez votre nappe de courant, comme dans le cas de l'exo, qu'on avait fait ensemble, je crois, en TD, JS, ça c'est votre partie DL, et ça c'est votre vecteur normal. D'accord? Et c'est tout. Hein. Et donc le courant surfacique est un courant qui se donne en... Enfin, pardon, le courant surfacique, du coup, quelle unité il aura? Quelle sera l'unité du courant surfacique? Si le courant volumique, J, est donné en quelle unité? Un ampère par? Mètre moins 1. Non, ça c'est le J. Le J est donné en ampère mètre moins 2. Le JS est donné effectivement en ampère mètre moins 1. D'accord? Dernière définition, c'était un condensateur. Donc le condensateur est formé de quoi? Aidez-moi. Il est formé de 2 plaques, une positive et une négative, séparées par du vide entre les deux. Ouais, mais il faut rajouter des trucs en fait. Un condensateur est formé de 2 armatures Métallique. conductrices. À l'équilibre, sous influence totale. Et la capacité du condensateur, du coup j'essaie de bouger ça, est égale à C QV plus moins V moins. Et donc cela est toujours supérieur à 0. D'accord? Est-ce que ça vous va tout ça? Oui. Ok, je peux changer de page? Vous avez eu le temps de tout noter? Pas encore. Ok, je reste un instant. Dites-moi, faites-moi signe quand c'est bon pour vous. C'est bon. Ok, donc dans l'exercice numéro 1, non, je veux juste bouger ce truc, allez. Donc dans l'exercice numéro 1, on avait un truc qui était fait comme ça. Attendez. Non, pourquoi? Désolée. J'essaie d'attraper le truc. Donc, on avait un truc comme ça. Et je voulais juste voir si je pouvais pas attraper des lignes. Ok, visiblement, c'est pas ici. C'est pas grave. Donc, vous aviez 2 bouts de fil comme ça. Ok. Et après, on en avait un troisième qui était là. Vous êtes d'accord? C'est pas exactement droit, mais on fait comme si. Hein. D'accord? Faites un truc plus joli, plus symétrique. Je suis sûre que pour vous, moi je suis sur tablette, j'ai encore un peu de mal. Et donc, on avait que le courant était comme ça.
Ici, on avait I1, I1. Ici, vous avez I2, I2. Et là, c'est I1 qui va comme ça. On est dans le point O. Ici, on avait l'axe X. Ici, on avait l'axe Y. Je crois que c'était ça. Je ne repasse pas dessus parce que je suis sûre que ça va être très brouillon. Et j'en profite pour mettre déjà les points. D'accord? Je mets déjà les points. Ça, c'est très important par la suite. Parce que certains d'entre vous, ils avaient calculé une partie, mais c'était très compliqué à corriger. Quand vous devez en fait rajouter des points sur un schéma, vous devez vous assurer que le lecteur il soit capable de comprendre ce que vous avez écrit. Il y avait des produits vectoriels. Après, c'était très compliqué de voir où est-ce que vous en étiez en fait sur votre schéma. C'était très, très, très compliqué. Donc, ici, on vous demande de calculer, par première chose, les directions et variables de B. Sachant que votre point M, ce n'est pas un point de mesure quelconque, c'est un point de mesure d'une position bien précise. Donc, si je regarde de mon schéma, quels sont les plans si je vous demande, est-ce que vous pouvez me donner des plans et me dire s'ils sont de symétrie ou antisymétrie, s'il vous plaît? Dites-moi tout. Symétrie ou antisymétrie? Cherchez-moi des plans. C'est un bon exercice, ça va dépoussiérer un peu ce que vous avez déjà fait. Désolée pour le bruit. Bah, on a M, ER et Eθ. C'est un plan de symétrie. Attention, est-ce que ça vaut le coup de se mettre un coordonnée cylindrique là? Ah non, bah du coup on peut faire M, EY, EX. Donc c'est O, O. UY, UX, et ça c'est quoi? Ouais. C'est un plan de symétrie. Ouais, donc UY, UX, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux m'en donner un autre? Un plan de antisymétrie cette fois-ci. Il y aura certainement UZ dedans. Ça serait, bah du coup, ça serait UY et EZ. Et, ouais, parfait. Donc, votre champ, selon UZ, vous êtes d'accord? Et B0, bah, il sera égal en fait à une constante. Pourquoi? Car la mesure, il ne bouge pas. Car la mesure étant et au centre de votre repère. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Est-ce que vous pouvez appliquer le théorème d'Ampère pour calculer pour ce problème? À votre avis? Est-ce que c'est judicieux d'utiliser le théorème d'Ampère? Non, c'est plus simple de faire Biot-Savart. Ouais, on fait la loi de Biot-Savart, mais surtout, comment on va faire pour calculer dB total? On peut le répartir en 5 dB différents. Exactement. Donc, on va appliquer celui qui, pour les amis, s'appelle le principe de superposition. Vous êtes d'accord? Ici, tout le monde avait cette partie, le début, c'était bon pour tout le monde en fait. Après, si on avait mal placé les points, si on n'avait pas vu que c'était 5 contributions, c'était compliqué de continuer le problème en fait. Il y avait trop de contributions, c'était brouillon. Ok? Donc, par la suite, on va effectivement appliquer la loi de Biot-Savart. À chaque portion de fil. Donc, toute la difficulté,
qui est pratiquement inexistante en fait, c'est de bien déterminer les DL, les portions DL et PO, d'accord, et intégrer en utilisant les bons extrêmes d'intégration. Et c'est tout, hein. Ça ne va pas plus loin. Alors, si on regarde les deux premiers, DL1 vecteur P1 0 et DL2 vecteur P2 0, les deux les deux produits vectoriels en fait s'annulent. Pourquoi? Car DL1 parallèle à P1O et DL2 parallèle à P2O. Je pense que ça, vous le voyez assez bien. On parle des deux portions de fil qui sont ici, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Cool. Est-ce que je peux changer de page? Est-ce que je vous laisse noter ça? Pour les autres produits, j'ai besoin d'un peu plus de place. Est-ce que je peux changer de page? Vous me dites quand c'est bon pour vous? C'est good? Je peux changer de page ou pas? Oh, cool. Alors, du coup, je vais calculer. Gardez le dessin sous les yeux, juste pour voir à quoi ça correspond chaque DL3, chaque DL et chaque PO, pardon. R2 de θ, Uθ, vecteur moins R2 UR. Donc, on aura R2 dθ UZ et θ, il est entre pi et 0. Ensuite, on aura DL4 vecteur P4O, R2 dθ Uθ vecteur moins R2 UR. Et donc, cela est égal à moins R2 au carré. Il me manque ici un vecteur, ça serait bien, et un carré. Je me réveille, attendez que je vérifie. R2 dθ Uθ vecteur moins R2, ça c'est bon. R2 carré dθ UZ, ça c'est juste. θ et θ, ça c'est bon. R2 dθ Uθ moins R2 UR moins R2 dθ UZ avec θ qui appartient à pi de pi. Ensuite, le dernier, DL5 vecteur P5O qui est égal à R1 dθ Uθ vecteur moins R1 UR R1 dθ UZ et j'ai θ entre 2 pi et pi. D'accord? Alors, pour les parties, vous voyez assez rapidement que dB3 et dB4, si vous les intégrez, en fait, vous allez trouver que B3 et B4 s'annulent. Donc, B3, 0 est égal à mu0 I2 sur 4 pi entre pi et 0 R2 au carré dθ divisé par R2 cube. Ça, c'est UZ. mu0 I2 4R2 moins UZ et B4O mu0 I2 sur 4 pi entre pi et 2 pi R2 carré
Ça, c'est bon. 4R2 UZ. D'accord? Donc, finalement, B0 revient, ou BO, revient à considérer uniquement la contribution de B5. Et donc, on aura mu0 I1 sur 4pi, 2pi et pi, R1 carré dθ, R1 cube, UZ, moins mu0 I1, 4R1 UZ. Je ne suis pas du tout allée droite dans mes calculs, mais normalement tout est juste. C'est pas droit, mais c'est juste. R1 carré, R1 cube, ça c'est bon, dθ, moins 0, mu0, 4R1. Ça c'est juste. Ok. Donc là, c'était vraiment que du calcul. Vous me dites quand c'est bon. Vous me dites si c'est bon ou pas? Je peux faire la dernière question? All right. Donc, la dernière question, je la fais ici, sinon ça nous fait changer de page pour le même exo. On vous demandait, je regarde quelle heure il était, 11h14, ouais, ça va. La dernière question était, j'ai perdu la dernière question, quelle doit être la relation entre I1 et I2 pour que le champ B0 soit égal à 0? Donc, B0, BO est égal à 0 si I1 est égal à 0. Donc, I2 est égal à 0 car I2 est égal à I1 sur 2. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Comment on sait que I2 il est égal à I1 sur 2? Regarde le dessin. Attends, je reviens. Regarde ton dessin. Tu le vois ou pas? Ouais. Oui, je le vois, c'est bon. Tu vois? Parce que du coup, ils sont connectés, en fait. Enfin, il y a ton courant, il se partage. Il se partage entre les deux branches. C'est pas les deux branches, les deux demi-cercles. All right? Est-ce qu'on peut continuer? Ben, en fait, ici, tu as ton courant. Il se partage en deux parties égales. Tu es d'accord? Ok? Donc, les deux parties, enfin, tu n'as pas de rapport. On ne te dit pas que, par exemple, I2, ici, je ne sais pas, on l'appelle I3. Ici, tu n'as que ton courant I1. Donc, à l'entrée, ici, tu as I1. Tu es d'accord? À la sortie, tu as I1. Entre les deux, ton I1, il se partage en deux branches. Et les deux branches, en fait, elles sont parcourues par le courant I2.
T'as compris? C'est bon pour toi? Ouais, super, génial. Je peux continuer ou pas encore? Je vous remets la page, comme ça vous terminez d'écrire et vous me dites si vous voyez jamais des trucs que j'ai oubliés. Dites-moi quand c'est bon pour vous. Toujours pas? Madame, Oui, j'ai une question. vas-y. Pourquoi là, dans le produit vectoriel des deux premières, là, DL3 vectoriel P3 et DL4 vectoriel P4, pourquoi on a un positif et un négatif? Alors, parce que du coup, si tu regardes ici, alors attends, del 3, alors attends que je change juste de couleur. Donc ton DL3, c'est ça, t'es d'accord? Oui, Donc ici, la distance était quoi? Juste que je reprenne le schéma. La distance ici est égale à R2. Ouais, le rayon de demi-cercle. Donc ça c'est R2, juste que je puisse reprendre. C'est ça. Donc ici, tu sais que quand tu te mets en fait DL, ton DL en fait, est-ce que pour ton DL c'est bon? C'est-à-dire que tu es d'accord que tu fais le tour en faisant R2 dθ, Uθ. oui. D'accord. Pour le deuxième, regarde, tu dois aller, on considère le P3O. Donc pour aller de P3 à O, tu bouges selon UR ou selon moins UR? Selon moi, UR. T'es d'accord? Oui. Et donc ça te fait bien un moins. Ah, T'es d'accord ou pas? oui, oui. Génial. Merci. De rien. C'est bien, posez-moi des questions. Hier, j'ai eu le premier TD de l'année, c'était du silence pendant 2 heures. Et c'était à 16 heures, je suis sortie à 18 heures, j'étais triste. J'ai passé 2 heures à parler toute seule devant mon ordi. Je peux changer de page ou vous avez encore des questions? Let's go. Là, principe de superposition. Dites-moi quand c'est bon.
Au moins, c'est bon. All right. Vamos. Du coup, je fais une nouvelle page pour l'exemple numéro 2. On va éviter d'écrire en jaune. Alors, vous avez un cylindre de longueur infinie et des rayons grand R parcouru par un courant grand I avec une densité volumique de courant. Donc, ce J-là, il est un ampère par mètre moins 2. C'est une densité volumique de courant qui est égale à A petit r R UZ et A est une constante. Donc, on prend notre cylindre. Ça, c'est notre cylindre. J'aimerais bien le... Ah ouais, non. Pourquoi je peux pas? Je sais plus. Ah si, c'est bon. J'ai oublié. Ah non, désolée. Il faut que je reprenne un petit peu. J'utilise... comment ça s'appelle? J'utilise un autre logiciel. En général, il est beaucoup mieux sur Mac. Je préfère. Mais là, je ne peux pas. Donc ça, c'est le rayon R. Ici, je mets l'axe. Je voulais bouger l'axe, mais je ne peux pas. Du coup, je vais le refaire. Donc, vous avez ce cylindre infini, il est parcouru d'un courant J. Donc, J, il va comme ça. Vous êtes d'accord? Et d'un courant grand I. Il faut déterminer l'expression du courant I. Donc, I est égal à l'intégrale double de J ds. Ou encore, on peut expliciter le ds par ds n. D'accord? Et si je remplace avec ce que j'ai dans mon problème, ça sera 0R. En gros, c'est le J qui passe dans la section de votre cylindre. Donc 0, 2 pi. Je remplace à petit r, R, UZ. De toute façon, comme j'ai un produit scalaire, je n'ai pas vraiment le choix. Hein. L'élément de surface qui est orthogonal au vecteur UZ est le vecteur RdR dt, et l'élément de surface RdR dθ. Et du coup, ici, je trouve que I, si j'intègre, est égal à A de pi r carré sur 3. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes? Madame, Oui. vous avez écrit que l'intégrale double de J ds n est égale à l'intégrale allant de 0 à R, 0 à 2 pi de quoi? C'est De quoi? A petit r Ah, R, donc de J, j'ai juste remplacé qui scalaire RdR dθ UZ. Ok, d'accord, merci. Et du coup, la surface qu'on calcule, c'est celle qui est. Bah, c'est ça. Attends, je vais la colorier. Définir. Ouais. Bah, cette surface-là, tu es d'accord qu'elle est orthogonale à UZ? Ouais, on est d'accord. Tu es d'accord? Dites-moi quand c'est bon pour vous. Je reprends peut-être le stylo noir. Cool. Donc, pour la question numéro 2, il faut déterminer l'unité de la constante A. Pour cela, bon, I est égal à J fois S. Où vous avez la surface.
D'accord? Donc, si vous regardez dans l'expression de I, bah, finalement, ici, vous avez une surface, 1 mètre carré. Vous savez que l'unité de J est un ampère mètre moins 2. D'accord? Et donc, ici, vous avez... alors, attendez. Oui, c'est bon. En fait, si vous remplacez dans l'expression de J, on avait défini en fait le A comme ça. D'accord? Du coup, vous avez des ampères par mètre carré. Ça, c'est l'unité ampère, hein, d'accord? Qui est égale à quelque chose, c'est-à-dire ça correspond à la constante A. Et ici, vous avez des mètres et des mètres. D'accord? Ce qui implique que la constante A, pour la constante A, l'unité sera ampère par mètre moins 2. OK? C'est la même unité que J. Là, j'ai pas compris. Hein. Bah, regarde, si tu remplaces avec... Si tu remplaces... Donc, J, pardon, est égal... Ici, j'ai mangé un vecteur. Donc, J est égal à AR sur grand R, UZ. D'accord? J, l'unité, est un ampère mètre moins 2. Ça, c'est l'unité de J. Ah. Ici, l'unité de A, on ne la connaît pas encore. Tu es d'accord? Ouais. Par contre, tu connais l'unité de petit r et l'unité de grand R. Petit r est un mètre. Je vais le réécrire ici, le petit r. Je fais un truc très très sale. Donc ça, c'est ton petit r. Et grand R est un mètre aussi. Donc l'unité de la constante sera un ampère mètre moins 2. Oui, j'ai compris. OK? C'est que A soit. Ok, c'est bon. Merci. De rien. Donc, par la suite, il faut faire un schéma. En réalité, on l'a déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, vous avez déjà répondu à la question 4. Dites-moi quand c'est bon pour vous. Cool. Donc, pour la 4e question, je vous fais travailler. Donnez-moi les symétries de ce système. Donnez-moi la direction de ce champ magnétique.
on a un plan d'antisymétrie Ouais, vas-y, dis-moi. qui est donné par ER, Eθ et M. Et après, on a un plan de symétrie qui Mhm. est donné par M, EZ, Eθ. What? Non? Ah oui, UR, pardon. Je me suis T'es mal dit. d'accord? Oui. M. J'ai fait U, mais nous, on va les appeler E. Donc, BM, il sera parallèle à Uθ. Allez-y pour les invariances. C'est un cylindre infini. Hein. Bah, du coup, on a une translation par Z et une rotation par θ. Merci. Ce qui fait BRθ. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Dites-moi quand c'est bon pour vous. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ok. Donc, pour la partie 5, on va calculer, on va utiliser le théorème d'Ampère. Qu'est-ce que vous allez prendre comme contour? Qu'est-ce qu'on va prendre comme contour d'Ampère? C'est quoi votre contour d'Ampère? Moi, j'ai mis BREZ fois R dθ Uθ. Donc, déjà, le contour, c'est tout simplement... c'est BMDL. En fait, le contour d'Ampère est un cercle de rayon petit r. Okay. T'es d'accord? Ouais. D'axe au Z. Et il est orienté en 6. Donc, d'accord? Ça, c'est petit r. D'accord. OK? C'est bon pour vous ou pas? Donc, la circulation, maintenant, on va la calculer, est égale effectivement à l'intégrale BM scalaire dl. Donc, cela est égal, en fait, à l'intégrale entre 0 et 2π BR Uθ scalaire R dθ Uθ. Et donc, vous avez 2πr. All right? Donc, maintenant, dans le cas du cylindre, combien de cas vous avez?
On en a 3. On a 3 avec le cylindre. T'es sûr que t'en as Ah, 3? Bah, la surface en dessous, la surface au-dessus, puis sa surface autour. What? T'es sûr de toi? C'est pas Non. un flux, hein? C'est pas un flux, attention. Bah, ton cylindre, s'il est là, s'il est là, soit ton point M, il est à l'intérieur de ton cylindre, d'accord? Considérant que le cylindre, il est infini. Soit ton point M, il est là. Donc pour moi, vous avez 2 cas. Petit r inférieur à grand R, petit r supérieur à grand R. Est-ce que je peux mettre ici supérieur ou égal? Moi, je dirais oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de discontinuité en petit r égale à R, car vous avez une distribution volumique. Vous êtes d'accord ou pas avec moi? Oui. Ok, on y va? On calcule maintenant les I enlacés. Donc pour petit r inférieur à grand R, I enlacé est égal à l'intégrale double de J ds, c'est-à-dire entre 0 et petit r, entre 0 et 2π, de j'enlève le uz déjà, donc on aura, je vais remplacer avec ce que j'avais, AR sur grand R, non allez je le garde, fois R dr dθ uz, ce qui fait que j'aurai A pi R cube 2, 3 grand R. D'accord? C'est bon pour vous ça ou pas? Donc si je regroupe tout, j'aurai bθ r de pi r qui est égal à mu0 a pi r cube 2 sur 3r. Vous êtes d'accord? Le 2, il part comme ça. Ici, ça part. Ici, j'ai un 2, ce qui fait que bθ petit r, il sera égal à mu0 a r carré 3r. Juste, je vérifie. Ça vous va, ça ou pas? Ouais, c'est bon. Vous êtes toujours là? Ouais. Oui. Cool. Donc, pour petit r supérieur à grand R, vous avez 2 options. Soit vous dites que I enlacé est égal à grand I, parce que c'est la totalité du courant que vous prenez, ce qui fait que vous avez bθ de pi r qui est égal à mu0 I, ce qui revient à avoir l'expression du champ généré par un fil infini. Soit vous devez résoudre à nouveau l'intégrale. Donc pour le I enlacé,
vous allez avoir intégrale double entre 0 et petit r et 0, 2pi, de a petit r sur r, fois, j'ai déjà fait mon produit scalaire, r dr dθ, ce qui se réduit en fait à deux intégrales, 0, 2pi. Donc là, vous avez AR, R, R dr dθ, plus un deuxième intégral entre grand R et petit r. Mais celui-ci, rien. Qu'à l'extérieur, pas de J. OK? Est-ce que ça vous va, ça? Et donc, si vous vous remplacez, ça va ça ou pas? Vous me dites si je vais trop lentement, hein, je peux speeder. Hein. J'essaie de voir où est-ce que je peux mettre tout ça. Est-ce que je peux faire un encadré ici? Comme ça, on reste sur la même page. Ça vous va si je fais un encadré ici pour la dernière partie? En fait, si je veux calculer avec le J, je trouve finalement que bθr de pi r est égal à mu0 à 2 pi r carré sur 3, ce qui fait que dans le deuxième cas, bθr est égal à 2 pi, donc mu0 a grand R carré 3 petit r. Ça vous va ça? Ouais? Dites-moi quand c'est bon pour vous et si je peux changer de feuille. On est à peu près à la moitié. Hein. Madame, Oui, c'est quoi la différence entre le i enlacé égal à grand I, le i enlacé égal à la double intégrale? c'est la même chose. Bah, du coup, à la fin, on n'obtient pas vraiment la même chose, si elle. Bah, en fait, ça dépend. Parce que du coup, ici, quand tu es à l'extérieur, si tu regardes en fait au niveau. J'ai perdu mon stylo. Ah non, il est là. Si tu regardes au niveau de ton intégrale, ici, en gros, tu dois intégrer en fait entre entre 0 et grand R et 0 de pi. Si tu regardes la question à la première réponse, grand I est égal exactement à c'est combien de calculer. Hein. T'es d'accord? Ton Ah grand oui. I, il est égal à A de pi R carré sur 3. Ok, merci. Ça revient au même en fait, c'est la totalité du courant. Soit tu dis que c'est I, soit tu dois résoudre l'intégrale.
On y va? On continue? Je peux changer de page ou toujours pas? Moi, je vous laisse tranquille. Terminé. C'est bon ou toujours pas? Ou il y a des trucs que vous n'avez pas compris? Est-ce que vous êtes toujours là? J'ai plus aucune... Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Ah, Non, ok. C'est bon Ok. pour moi. C'est bon. Ok. Vous n'avez plus aucune réponse. Du coup, je me suis dit, bon, ils sont partis. Tout le monde allait faire un snack. Je change de page. On y va? On attaque la partie B. Yes? Allez. Donc, dans la partie B, en plus, là, vous commencez à avoir faim. Il faut faire un effort supplémentaire. On va y arriver. Alors, partie B, que j'ai bien sûr perdu sur ma feuille de l'énoncé, sinon ce ne serait pas trop simple. Alors, vous avez le même cylindre de longueur infinie et de rayon grand R parcouru par le même courant I. Cette fois-ci, par contre, au lieu d'avoir un courant surfacique, vous allez avoir un courant, n'importe quoi. Au lieu d'avoir un courant volumique, vous avez un courant surfacique. Donc, ce courant surfacique, JS, est égal en fait à JS UZ. Donc, il va falloir calculer, donner l'expression du courant grand I parcourant tout le cylindre en fonction des données. Je vous propose de faire le schéma tout de suite. Donc, normalement, c'est la question 7, mais je préfère faire le schéma là tout de suite pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble en fait ce JS. Si mon ordinateur veut bien me permettre de le dessiner. Donc, le JS, finalement, il sera juste ici en surface. Vous avez, comme d'hab, votre axe Z qui est là. Et ça, c'est votre rayon grand R. D'accord? Donc, on a dit JS est égal à JS UZ. I est égal à JS NDL. Et donc, cela est égal à 0,2 pi JS UZ. On a dit, c'est un produit scalaire. Vous ne pouvez rien faire d'autre que considérer en fait l'élément de longueur dont la normale est UZ, à savoir R de θ UZ, c'est qui vous donne JS 2 pi grand R. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? Yes? Madame, pourquoi des fois I c'est égal à intégrale double de JDS et des fois c'est égal à intégrale simple de JSDS? C'est jamais J de S, hein. C'est J. Ouais, JDS, ouais. J scalaire DS, ouais. Oui. Ah, mais ça dépend. Ça, c'est un courant volumique. Si on vous dit que c'est un courant volumique, c'est J et c'est intégrale double. Ici, c'est un courant surfacique. Donc, celui-ci, il est donné en ampère mètre moins 1. Oui. Donc, J. Attendez, je vais voir si j'arrive à faire un schéma clair. JS. Donc, lui, volumique.
Impair, mettre moins 2. Surfacique. Impair, mettre moins 1. Et quand Alright. s'il est linéique, on fait comment? Comment? Si le courant, il peut être linéique? Non, il peut pas être. Non, j'ai pas dit. C'était une question, j'ai pas entendu. Non, rien, c'est bon, c'est bon. Ok. Et du coup, si c'est volumique, on peut aussi varier R. Bah, si c'est volumique, tu l'as vu? Oui, c'est ça. C'est ça. On l'a vu tout à l'heure. Alright. Donc, on a fait le schéma. Est-ce qu'il faut refaire le boulot pour déterminer l'expression pour déterminer direction et variable du champ magnétique, ou on a déjà fait le travail? Et juste, madame, là, le del, il correspond à quoi sur le schéma? Où est-ce qu'il est le courant surfacique? Bah, il est sur la surface latérale. Ouais, du coup. Donc c'est ça le del, ok, d'accord. Ok. Ok. Et donc la normale d'elle, c'est ça. C'est good? J'ai failli renverser un verre d'eau. Ça aurait été chouette. On peut continuer ou pas? Donc pour les symétries et les invariances, est-ce que c'est juste si je dis que BM est égal à BR Uθ? Oui ou non? Non? Est-ce que les symétries et les invariances changent? Pas du tout. Même symétrie est invariance que pour la partie A. Alright. Sauf qu'il y a un point de discontinuité. Donc attention, discontinuité en petit r égale à grand R, car cette fois-ci, vous avez une distribution surfacique. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon ou pas? Oui. Ok, donc est-ce que pour le contour d'impair, je dois changer quelque chose ou c'est bon, je peux recycler, c'est que j'ai déjà trouvé dans la partie A? On peut le garder, non? On recycle tout. Bah, c'est juste que, bah, du coup, ça pas inférieur ou égal, ça serait que des inférieurs et supérieurs stricts. Alors, Discontinuité. oui, c'est ça. Donc, même symétrie et invariance que partie A. Donc, même contour d'impair. Et donc, C est égal à... attendez, juste... 2 petit r. Et donc, on aura deux cas, effectivement. Petit r inférieur à grand R, petit r supérieur à grand R. Mais pas de supérieur ou égal, hein, parce que sinon, ça veut dire qu'on le considère... qu'on ne considère pas la discontinuité, et cela serait faux. Donc, pour petit r inférieur à grand R, le I enlacé est égal à 0.
Pourquoi? Parce que vous êtes à l'intérieur de votre cylindre, d'accord? Et donc, on a dit que le courant est uniquement en surface, ce qui veut dire que BM sera égal à 0. Si vous êtes un petit r, je vous mets juste des couleurs pour séparer les cas. Quand vous êtes un petit r supérieur à grand R, I1 lacé est égal à grand I est égal à JS de pi R. C'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure. Et du coup, on peut écrire Bθ R de pi R est égal soit à mu0 grand I, ce qui fait que vous vous retrouvez avec l'expression du champ généré mu0i par en fil infini, soit si vous voulez utiliser le JS, est égal à mu0 JS de pi grand R. Donc 2 et 2 ça part, pi et pi ça part. Et donc Bθ R est égal à mu0 JS grand R sur petit r. Il me semble que cette partie, quand même, elle était assez bien réussie. Il y avait assez de monde qui avait réussi à faire cette partie-là. Dites-moi si c'est bon, si je peux changer de feuille. Il me manque une question pour terminer. Ah, quoique non, on a fini. Ah, super. Cette partie-là, elle est terminée. Après, il nous reste la partie C. Je peux continuer ou pas? Personnellement, oui. Et les autres? Oui. Cool. C'est clair pour vous tout ça? Ça fait du bien de dépoussiérer. Alors, dans la partie C, maintenant, vous avez le cylindre. Donc, petit r, grand R, il tend vers 0. Et le cylindre, il devient filiforme. Donc, pour faire le schéma du dispositif, le schéma clair, tout ce qu'il aurait fallu faire, c'était faire ça. Ici, vous avez votre courant I. Et vous placez votre point M là. Ensuite, on vous demandait, au vu des résultats des parties précédentes, justifier en une ligne qu'est la somme des champs BM, qu'est la norme, pardon, pas la somme des champs BM créés par cette distribution filiforme, s'écrit comme ça. Alors, si vous regardez, pour petit r supérieur ou égal à petit r, premier cas, pour petit r supérieur à grand R, deuxième cas, vous voyez que le I1 lacé est égal à grand I. Ça, c'était la sauvegarde qui m'a fait un cadeau. Et donc, pour tous les points supérieurs à grand R, on a, c'est qu'on vient de calculer, hein, c'est-à-dire mu0i sur 2 pi r. D'accord? Vous le voyez dans les deux cas. Et je prends dès l'avance, je vais commencer à faire le schéma de la partie
Je suis encore dans la partie C, en fait. C'est le schéma suivant. Il n'y a pas vraiment de numéro. Alors. C'est ça. Et après, par la suite, je vais faire le schéma ici. Ce n'est pas très droit, mon schéma, je crois qu'il y a. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc, les deux fils, ils sont là. Donc, cette fois-ci, on s'intéresse au point M qui est là. Vous me dites si c'est bon, je peux continuer? Ouais. On va construire ensemble le dessin en 2D. Madame, votre premier cas et votre deuxième cas, enfin le premier cas, il comprend aussi le second cas, non? Oui, enfin, ça revient au même. En fait, c'est juste que le premier cas, c'était dans le cas de J. Le deuxième cas, c'était dans le cas du JS, en fait. Mais dans tous les cas, si vous êtes à l'extérieur, effectivement, le champ magnétique, il aura toujours, la même valeur. D'accord. Vous me dites si je peux y aller, on explique ensemble le dessin 2D, ici, de ces schémas, enfin du schéma de gauche. On y va? Donc. Je peux expliquer ou pas comment on dessine cela en 2D? Ou toujours pas? Dites-moi, madame, on a besoin de temps ou oui, madame? Oui, madame. Génial! Donc, moi, je veux calculer le champ magnétique dans le point M et j'ai deux fils. Donc, celui en moins A, je vais le dessiner comment? Je vais dessiner une croix ou un point ici, en moins A? Un point. T'es sûr de toi? Regarde, le X, il vient vers toi, d'accord? T'imagines, tu prends l'axe X, tu le tires vers toi afin de voir la pointe de cette flèche-là. Tu es d'accord? Donc, j'enlève tout trait. Le courant, il va vers toi ou il s'éloigne de toi? Si tu regardes ce fil ici. Le fil dans le courant est rouge. Il s'éloigne de moi. Il s'éloigne de nous. Et du coup, c'est un point ou c'est une croix? C'est une croix. C'est une croix du coup. Ouais. Deuxième fil. Est-ce que le fil, il vient vers vous ou il s'éloigne de vous? Est-ce que le courant dans le fil, il s'éloigne de vous ou il vient vers vous? Il vient vers nous. Et donc? C'est un point. Vous êtes d'accord? Donc, juste ici, je me sers du jeune pour faire les projections. D'accord? Ça, c'est la distance. Ce n'est pas le champ magnétique. Pour déterminer la direction, enfin, les vecteurs, j'aurai ça. Du coup, ça me fait... Si je considère le cercle, je vais avoir un vecteur que je vais dessiner en rouge ici, qui va aller comme ça.
D'accord? Un truc comme ça. Et pour l'autre, j'aurai un truc comme ça, à la louche, qui partent du centre. Je les ai fait un peu décaler. Pardonnez mes dessins. Ce qui fait que votre résultante, a priori, elle sera dans quelle direction? Votre résultante, elle est là. Hein. Donc ici, vous avez, si ça c'est le fil 1, ça c'est B1. Si ça c'est le fil 2, ça c'est B2. Et donc, il va falloir appliquer le principe de superposition. Mais pour cela, je veux d'abord faire symétrie et invariance pour être sûr que j'ai bien calculé la bonne composante de mon champ magnétique. Comment je fais cela? Est-ce que vous pouvez me donner des PS ou des PAS pour cette distribution? Je crois qu'on a un plan de symétrie en fonction de Z et EX. Donc, pour toi, tu as un plan de symétrie en fonction de... T'es sûr c'est un plan de symétrie? Non, un plan d'antisymétrie plutôt. On est d'accord? Ouais, Ouais. super. Super. M, UX, UZ, c'est un PAS. Par contre, je vois pas le deuxième. Et est-ce que est-ce que quelqu'un peut l'aider? Est-ce que vous voyez un autre PAS? Est-ce que UYUZ, c'est un PAS? Ouais, c'est un PAS. Parce que tu coupes au milieu tes fils, en fait. Hein. Tu coupes les fils en utilisant ce... Je vous le dessine en bleu. Ce PAS-là, je le dessine en bleu, d'accord? C'est celui-ci. Mais sachant que vos fils, ils sortent du plan de la feuille. Hein. Vous êtes d'accord? Et donc, je vais mettre des primes. Donc, c'est cohérent avec BM parallèle à UZ. Et pour les invariances, est-ce que ça a vraiment du sens d'aller voir? Non. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, M, il appartient à l'axe OZ. On est d'accord? Donc, BM, il va uniquement varier en fonction du point M, en fait. C'est uniquement la position du point M sur l'axe Z qui fait varier la valeur de B. On est d'accord? Dites-moi quand c'est bon pour vous, quand je peux changer de feuille. Ça, on l'a déjà fait en TD. Hein. Donc, ça veut dire qu'en gros, ici, si je définis l'angle bêta comme ça, si ça, c'est mon angle bêta, je vais définir, en fait, les projections de ce vecteur-là sur l'axe UZ et sur l'axe UY et UZ, d'ailleurs. Mais moi, je veux garder uniquement la projection sur l'axe UZ. OK? Madame, Oui. j'ai pas compris comment vous avez tracé B1 et B2, enfin les vecteurs rouge et vecteurs verts. À vrai dire, dans ce cas précis, un peu au pif, mais rappelle-toi comment on avait fait. C'est-à-dire, tu te mets là, dans le fil, tu fais passer la circonférence dans le point M et tu utilises la règle de la main droite. Donc ici, la croix, elle part dans le plan de la feuille. Ça veut dire que ton pouce, il va vers le tableau. Et donc, tu regardes que quand tu passes dans le point M, ton vecteur, il va vers le bas. Tu es d'accord? Ouais. Mets ton pouce sur la croix et fais-le passer par M. Dans l'autre cas, pour le vecteur vert, si tu fais passer si tu mets ton pouce cette fois-ci sur le fil qui est en A et tu fais passer tes doigts
sur le point M, tu vois que le vecteur, il va vers le bas. Ouais. T'es d'accord? Oui, là, je suis d'accord. C'est génial. Dites-moi quand je peux changer. All good? Pour moi, oui. Yes. Allez, pour les autres aussi? Ok, donc on a vu que B total est égal à B1, B2. Je vous laisse chercher dans le TD la solution pour les projections. Donc ici, on applique le principe de superposition et on aura quoi? On aura dans ce cas les positions en les projections en 2D. Donc on a recyclé la formule du champ magnétique généré par un fil. Donc ici on a cos B UZ moins mu0 I 2pi R1 sin bêta UY plus mu0 I 2pi R2 sin bêta UY moins mu0 I 2pi R, ça c'est quoi? C'est 2 à nouveau? Ouais, c'est 2 cos bêta UZ. Et donc vous avez R1 égale à R2 qui est égal à A carré plus Z carré tout en 1 demi. Bêta est égal à moins 2 mu0 I sur 2 pi A carré plus Z carré 1 demi cos bêta UZ. Et cos bêta est égal à A sur A carré plus Z carré. C'est identique quotidien. Donc BT est égal à mu0 I sur pi A carré plus Z carré 1 demi fois A carré plus Z carré 1 demi. Donc BT est égal à mu0 I sur A sur pi A carré plus Z carré. La partie D, je pense que j'aurais pas le temps. La partie D, c'était les points bonus. Je pense que j'aurais pas le temps de le faire. Je préfère qu'on fasse ensemble l'exercice 3. Je la fais que si après l'exercice 3, on est bon. Comme ça, on aura révisé tout le programme pour le partiel aussi. Dites-moi quand c'est bon pour vous et que vous êtes prêts à attaquer l'exo numéro 3.
C'est bon? On fait l'exo 3? Madame, Oui, il n'y a pas un moins qui manque sur le BT. c'est possible. C'est moins 2 mu 0i. Et en dessous, il n'y a plus le moins. Je regarde juste ce que vous avez. 0i. Attendez. Ah. Ouais, c'est possible. Et du coup, ça veut dire que la correction aussi que j'ai est fausse. Mais 0i pi à carré. Ah ouais, c'est fort possible. Ouais, vous avez un moins qui manque. Parce que ça part avec ça. Du 0i pi à carré, machin. Ça, c'est le cos. Bêta, ouais. Mu 0i1. Ouais, parce que du coup, c'est la norme et on prend la valeur positive. Mais sinon, effectivement, il y a bien un moins. Il y a bien un moins. Ok. On commence l'exo numéro 3? Oui. Ok. Donc, alors, dans l'exo numéro 3, je vous laisse regarder sur le sujet, vous avez deux disques, d'accord? Mais pour ces deux disques-là, on sait déjà que E est très petit par rapport au rayon A de ces disques, d'accord? Très très petit, donc ça veut dire que si je veux schématiser de façon efficace mes deux disques qui portent des charges opposées, je peux tranquillement dessiner quelque chose comme ça. Bon, c'est pas très droit, comme d'hab. Ici, vous avez E-2 plus 2. Ici, vous avez plus Q. Ici, vous avez moins Q. C'est vraiment pas droit, du coup, je vais refaire celle du bas qui pique les yeux. Ok, et donc, qu'est-ce qu'on a? On a que notre schéma, il est plutôt pas mal. Alors ici, on vous demande de déterminer les directions et les dépendances du champ électrique. En fait, ici, le but ultime est de calculer la capacité. La capacité, je vous remets la formule là, ça passe par Q, V plus moins B moins. Donc, ça veut dire qu'il faudrait calculer V et donc, il faudra calculer le champ électrique total. Pour cela, il faut d'abord calculer le champ électrique d'un plan infini. Toujours pas droit. Et donc, pour un plan infini, imaginons d'avoir un plan infini en X. Donc, chargé sigma 0. Quelle est la figure que je vais prendre pour appliquer... déjà, comment je vais faire pour les symétries et les invariances?
Quels sont les plans de symétrie pour un plan infini? Pour un point M quelconque. On a Z et Y, UZ et Y. Yes. Ensuite. UX, UZ. Ouais, UX, UZ, très bien. Et donc, votre champ électrique, cette fois-ci, sera parallèle à UZ. Et pour les invariances? C'est 2 par translation en fonction de X et Z, c'est par translation. Du coup, ça va dépendre de Z. T'es sûr que c'est X et Y? Ouais, c'est bon. Du coup, ça veut dire que tu as BX, Y, Z est égal à BZ. Donc, mais, pardon, c'est pas B, c'est E. Ok? Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon pour vous. Est-ce qu'il y a des discontinuités? Pour moi, non. Pour les autres, il y a des discontinuités du champ électrique? Bah, du coup, ça sera au niveau du plan, la discontinuité, si c'est chargé en surface. Ouais, en Z égale 0. Exactement. Donc sur le plan. Sur la distribution surfacique de charge. Donc, quelle figure, avant que je change de feuille, quelle figure? Attendez, est-ce que je peux faire sélectionner ici? Ah, j'ai oublié que je pouvais pas rajouter où est-ce que je voulais. Ce n'est pas grave, je pense que je peux pas le bouger. Ah si. Peut-être. Yeah. Je reviens juste en arrière, comme ça vous avez le temps de terminer d'écrire ça. Vous me dites quand je peux changer de feuille? Enfin, de feuille, de page plutôt. Pour moi, c'est bon. C'est bon? Donc, si je vais à l'autre page, je vais choisir quoi comme surface de Gauss? Dites-moi. Pour étudier ce plan. On peut prendre un rectangle. Et un rectangle, il prend quoi comme volume? Tu parles d'un pavé? Rappelle-toi que la surface de Gauss, théorème de Gauss, ça nous donne ça. Hein. T'es d'accord? Donc ça veut dire que ici, ta surface de Gauss, elle doit être fermée. Et donc, si elle est fermée, elle doit définir, en fait, elle doit entourer un volume défini. Donc, qu'est-ce que vous prenez pour étudier un plan infini comme surface de Gauss? Vous vous rappelez? Un cylindre. Yes. Le rectangle, à moins que tu aies envie de prendre un pavé. Tu voulais prendre un pavé? La version Ouais, un pavé, mais tu ça va l'air peux plus faire. compliqué.
En fait, c'est pareil parce que finalement, les 4 flux à travers les parois du pavé vont s'annuler. Ils seront nuls. Donc, tu prendras uniquement les flux vers les 2 faces du haut et du bas. Donc, ici, vous avez DS1, DS2, DS3. Si j'écris le flux total est égal à Φ1 plus Φ2 plus Φ3, à savoir l'intégrale double fermée entre EM DS1 plus l'intégrale double fermée DS2 plus intégrale double EM DS3. Donc ça c'est S2, ça c'est S3. Est-ce qu'il y a un terme qui s'annule? Oui, et pourquoi? DS2 s'annule Ouais, pourquoi? car il est orthogonal au sens du Ouais. champ. Donc EM, il est orthogonal à DS2, effectivement. Je suis d'accord. Et donc, si en plus de ça, je me rappelle du fait que E moins E2Z est égal à E2 moins Z, car XOY est un plan de symétrie mathématique pour mon plan. Qu'est-ce que j'aurai ici? Je continue à côté. J'aurai EM, DS1, je parle de ça. Hein. Donc entre 0 et petit r, 0 et 2pi. Si je vais remplacer, pour la première surface, j'aurai E2Z, UZ, R, DR, dθ, UZ, plus 0 et petit r, 0 et 2pi, E de moins Z, UZ. Cette fois-ci, le ds, il va vers le bas. Scalaire, R, DR, dθ, moins UZ. Ce qui fait que j'aurai E de Z, pi r carré, moins et de moins z, pi r carré. Et donc, cela implique que mon flux est égal à 2 E de z, pi r carré. Ça, vous pouvez aussi l'appeler S. En fait, parfois, comme vous savez que ds1 est égal à ds3, et donc S1 est égal à S3, vous pouvez poser cela qui est égal à S et ne pas intégrer. OK? Dire directement, OK, ça c'est bon, c'est S, point. Comment je continue maintenant? Est-ce que vous me suivez? Tout le monde arrive à voir? C'est bon pour vous? Il nous reste un petit quart d'heure. Ça devrait aller, on a fait le groupe. Est-ce que je peux continuer? Donc, pour z supérieur à 0, qint est égal à quoi? Qint est égal en fait à la portion de plan infini que vous découpez avec votre cylindre de Gauss. Qint, je la calcule là-dedans. Vous êtes d'accord? Et donc, qint sera égal à l'intégrale double entre 0 et petit r, 0 et 2pi, de sigma 0, r dr dθ. Donc, sigma 0, pi, r carré. Si je regroupe tout, j'aurai que 2
E de Z pi r carré est égal en fait à sigma 0 pi r carré sur epsilon 0. Et donc, E de Z est égal à sigma 0 sur 2 epsilon 0. Pour un plan infini. Yes, est-ce que ça c'est bon pour vous? Oui, Yes, donc Z inférieur à 0, comme E de Z est égal à E de moins Z, sera juste égal à moins sigma 0 sur 2 epsilon 0. OK? d'accord. Vous me dites quand c'est bon et qu'on peut appliquer le principe de superposition, calculer le potentiel et terminer. Pour moi, c'est bon. C'est bon? OK. Donc, on a calculé cela pour un plan. Maintenant, on reprend notre schéma des deux plans. D'accord? Je vous dessine d'abord ça et ça. Le plan chargé positivement, je le dessine en rouge. Le plan chargé négativement, je le dessine en vert. Donc ici, je suis à E sur 2. Ici, je suis à moins E sur 2. Ici, je suis à 0. J'ai 3 cas. Z supérieur à E demi. Z entre moins E demi et plus E demi. Et Z inférieur à moins E demi. Je vais dessiner les flèches pour pouvoir appliquer le principe de superposition. Donc ici, pour le plan rouge, je sais que c'est un plan chargé positivement. Flèche vers le haut ici, flèche vers le bas ici, flèche vers le bas ici. Plan vert chargé négativement. Flèche vers le bas ici. Je vais les dessiner à côté de l'autre flèche, ça sera mieux. Flèche vers le haut ici, flèche vers le bas là. Donc ici, j'aurai que E de M est égal en fait à 0. E de M est égal à 0 ici aussi. Et finalement, ici, je me rends compte que E de M, en fait, est égal à la résultante de la somme des deux vecteurs. Donc, il sera égal à moins sigma 0 sur 2 epsilon 0 UZ, moins sigma 0 sur 2 epsilon 0 UZ, et donc moins sigma 0 epsilon 0 UZ. Voici le champ entre les deux condensateurs. Donc ça, c'est le champ, le champ du condensateur, entre les deux conducteurs. Est-ce que cela est clair pour vous? Vous vous rappelez toute la démarche?
Dites-moi si c'est bon pour vous, qu'on puisse calculer par la suite le potentiel. On a 5 minutes. Est-ce que je peux continuer? Comme ça, même Oui. si vous... Oui. Ok, Oui, donc, c'est bon. ok, génial. Pour le potentiel, vous savez que E est égal à moins grade de V. On est d'accord? Et donc, ici, vous voyez que vous avez la dépendance du champ électrique et uniquement, en fait, en fonction de Z. Ce qui implique que si vous devez choisir votre terme pour le gradient, donc moins sigma 0, epsilon 0, uz, le gradient, il a 3 termes, x, y, vous allez choisir uniquement le terme en z pour votre gradient, logiquement. Ok? Ce qui fait que dv est égal à sigma 0, epsilon 0, dz. Et si on intègre, on aura quoi? On aura que Vm est égal à sigma 0, epsilon 0, z plus une constante. OK? Donc, pour votre constante, qu'est-ce qu'on sait? On sait que si on est en fait à V, n'importe quoi, si on est en Z égale à E sur 2, on vous dit que Vm est égal à V+. OK? Donc, ça veut dire que ça, c'est donné. Et donc, si on vérifie la continuité de Vm en Z égale à E sur 2, on aura quoi? On aura sigma 0, epsilon 0, E sur 2, plus une constante est égale à V+. Ce qui implique que la constante est égale à V plus moins sigma 0, epsilon 0, E sur 2. Et donc, votre Vm pour Z entre moins E sur 2 et plus E sur 2, et donc ici, il y a continuité, sera égal à sigma 0, Z, epsilon 0, plus sigma 0, epsilon 0, E sur 2, plus n'importe quoi, moins ici, plus V+. Donc, votre potentiel, c'est ça. OK? Allez, une étape avant de pouvoir calculer la capacité de notre condensateur plein. C'est bon pour vous? Ouais. Je change de page. Donc, delta V est égal. C'est bon? Vous voulez que je revienne en arrière? Donc, ça, c'est V+. Et ça, c'est V-. Et donc, j'aurai plus sigma 0, epsilon 0, E demi, moins sigma 0, epsilon 0, E demi, plus V+, moins sigma 0, epsilon 0, E demi, moins sigma 0, plus V+. Donc ici, vous voyez bien ça, ça part avec ça, ça part avec ça. Il nous reste plus sigma 0, E sur epsilon 0. Et donc, pour la capacité, Q sur delta V, toujours positive, vous allez avoir sigma 0 S divisé par sigma 0 E epsilon 0
Et donc, C est égal à epsilon 0 S sur E, toujours positif. Et voilà la fin de votre DS. OK? Madame, Mhm. on n'a pas pu sinon faire intégrer directement EDL en fonction des bornes moins E sur 2 et E sur 2. On trouve directement delta Si, V. la circulation, tu veux calculer la Ouais, circulation? comme ça on trouve directement delta V. Le problème, c'est quoi? Ben, le problème, attends, je réfléchis. Si, tu peux calculer la circulation. Ouais, tu peux. Tu peux. Mais après, ici, on te donnait V+. Donc, tu étais obligé de calculer, de passer par le calcul de la constante. Si on ne t'avait pas donné V+, t'aurais pu faire comme ça, mais là, tu avais V+. Donc, pour moi, c'était sous-entendu qu'il fallait passer par un calcul de constante en utilisant la continuité du potentiel. D'accord. D'accord? Si on nous donne V+, on fait comme ça, et si on nous donne pas V+, on peut directement faire... Oui, tu peux ok. utiliser la circulation. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Ça allait, c'était clair? Madame, Oui, vous pouvez retourner à la page d'avant, s'il vous plaît. oui. Ok, merci. De rien.